Plan Large, le podcast, est présenté par les ateliers de Juste devant la caméra. Plan Large. Plan Large, le podcast. On part ça? Yes! Attends. Oui. OK, je suis partie. Allô tout le monde, bienvenue à Plan Large, le podcast. Salut Myriam. Allô, Martin. Content de te voir aujourd'hui. Merci, j'ai un veston. Oui, t'es belle, t'es super belle. Toi, t'es beau. Oh, t'es gars, mais moi, je suis toujours beau. Bon, c'est une blague, super. ça part bien. Vous allez peut-être entendre autour des voix qui viennent d'un peu ailleurs, c'est parce qu'on est au studio au foyer en ce moment et il y a des répétitions qui sont faites juste à côté dans l'autre studio, fait que on est vraiment en immersion aujourd'hui chez Au Foyer. D'ailleurs, merci à eux de nous accueillir. Là, Myriam, aujourd'hui, on reçoit une personne formidable. Puis vous avez un lien en commun, hein? Ah oui. Je sais. Tous les deux, votre lien en commun, c'est que vous avez joué dans Watatata. Je le savais que mesdames et t'allais là. messieurs, les deux dames qui sont à ma gauche ont joué dans Watatata. Mais cette personne-là qu'on reçoit aujourd'hui, on ne la reçoit pas uniquement parce qu'elle a joué dans Watatata, mais aussi parce que c'est une personne qui défend le droit des artistes au Québec. C'est la présidente de l'Union des artistes, notre présidente, Tania Contoyani. Salut! Bonjour, ravi Bonjour. d'être avec vous aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup d'être là. C'est tellement gentil d'avoir accepté, Madame la Présidente. On va passer ce temps-là avec vous, avec toi. On va tutoyer, bien entendu. Oui, on a fait j'aimerais ça. l'accord. Alors, on va le faire. On va te tutoyer pendant l'entrevue. La première question qui me vient en tête, là, on part vraiment de la base, mais pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi l'UDA, l'Union des artistes, c'est quoi exactement l'UDA? On peut comparer ça à un syndicat ou une association professionnelle. OK. C'est quelque chose entre les deux. Puis l'Union des artistes, sa mission, c'est vraiment défendre, promouvoir, assurer les intérêts des artistes-interprètes. Ça, c'est une nuance importante, OK. c'est-à-dire on représente animateurs, chanteurs, danseurs, acteurs et tout leur féminin. Oui. Donc, vraiment, les artistes interprètent, puis maintenant, presque tout le secteur du doublage. OK. Et au niveau des artistes-interprètes, est-ce que vous avez aussi des directeurs, d'acteurs, d'actrices? Avez-vous des réalisateurs, réalisatrices qui font partie de l'Union des artistes ou vraiment, vraiment pas? On parle vraiment juste au niveau interprétation. On parle au niveau interprétation, mais il y a quand même des metteurs en scène et des chorégraphes qui OK. sont représentés par l'Union des artistes. OK. Et puis, depuis peu de temps, les coordonnateurs ou coordonnatrices d'intimité. Qui Voilà. est tellement un métier important. Vraiment, c'est tellement Tout à fait. important, ça. Ouais. Ouais. On est combien dans l'Union des artistes en ce moment? 13 000 membres environ et 8 500 membres actifs. Ça veut dire des membres qui sont pleinement membres de l'Union des il y artistes. en a Les pas autres plus sont que des ça. stagiaires. Je pensais qu'il y en avait plus de membres actifs. Je suis surprise Oui. du nombre. Bien, on a quand même beaucoup de stagiaires, Oui. effectivement. Oui. D'ailleurs, justement, pendant que tu en parles, c'est quoi la grosse différence entre un stagiaire et un membre actif? Comment on fait pour devenir membre de l'Union si on veut l'intégrer, ce dit syndicat-là, que je mets entre guillemets? Oui. Ouais. Alors, en commençant à travailler, selon la nature du travail qu'on fait, je ne sais pas, une journée de tournage, une représentation sur scène, etc., ça emporte des permis. Il faut en accumuler 30 pour devenir un artiste membre actif de l'Union des artistes. La raison pour laquelle il y a des permis comme ça, c'est d'une certaine façon pour assurer le professionnalisme de l'artiste-interprète. Donc, on se dit, au bout de 30 crédits, il a accumulé assez d'expérience pour qu'un producteur qui veut l'engager considère que c'est un artiste professionnel. C'est combien ces crédits-là? On doit les payer, en fait, pour les authentifier, si on veut, là, Oui, les honorer? je dirais qu'en ce moment, c'est entre 30 et 40 là, je me souviens plus exactement du prix, là, C'est pas grave, il y a parce que ça vient d'augmenter Oui, d'un petit pourcentage. parfait. Là, aux 4 ans, je pense, ou aux 10 ans, ça augmente. Donc, ça vient, mais c'est quelque chose en bas de 40 Une fois qu'on est membre de l'Union des artistes, c'est quoi les avantages que ça apporte concrètement? Alors, bien, d'abord, un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire qu'on se pointe aux assemblées qui concernent notre secteur, puis on peut s'exprimer quand on donne un mandat de négociation pour dire « Hey, moi, ça se passe pas bien dans mon milieu. Je sais pas, moi, je travaille dans un petit théâtre, puis il n'y a pas de loge où je peux m'isoler, tu sais. Il n'y a pas d'endroit où se changer sans être vu. » Tu sais, des fois, là, des détails comme ça, notre employé, il ne sait pas, notre employé qui va aller négocier. Alors, c'est pour ça qu'on a des membres qui sont sur les comités de négociation, puis on a des assemblées sectorielles où tu peux venir mentionner ce qui ne va pas dans ton secteur et par la suite, quand la négociation a été faite, venir dire, ben oui, je suis d'accord avec ça ou non, je ne suis pas d'accord avec ça et je tiens à ce qu'on aille en moyenne pression. Et là, ça, c'est un pouvoir décisionnel qu'on a.
Fait qu'on est protégé, donc, par l'Union des artistes. On est aussi protégé en cas de bris de contrat. S'il arrive quelque chose qui doit être... Un accident qui demande, mettons, des poursuites légales parce que le producteur vient de faire faillite ou je ne sais trop, puis il ne paye pas son monde. Tout ça, c'est une garantie légale qu'on va assumer la défense du membre. Il y a aussi il y a toutes sortes de lois, là, tu sais, comme par exemple la garantie d'un lieu de travail exempt de harcèlement ou d'intimidation et tout ça. Il y a toutes sortes de clauses dans nos ententes là-dessus. On a des équipes qui sont formées pour répondre aux besoins de quelqu'un qui tout à coup vit un harcèlement ou qu'il soit sexuel ou autre, là, psychologique. Il y a des équipes formées spécialement à l'Union qui peuvent appeler en toute confidentialité, qui vont suivre le membre jusqu'à ce qu'ils disent « Non, je ne veux pas faire de plainte » ou « Oui, je veux faire une plainte ». Tout ça, c'est les membres... L'accompagnement, oui, vraiment. Un accompagnement. Il y a la formation continue. Alors ça, c'est... énormément de formations qui sont accessibles aux membres de l'Union des artistes à un prix vraiment pas cher parce que nous, ce qu'on fait chaque année, c'est qu'on demande des subventions pour la formation continue au gouvernement pour différentes formations qu'on sait qui vont avoir lieu. Et il reste une petite balance de rien là, à payer pour le membre. Fait que, mettons, quelque chose, au lieu de lui coûter 1 500 $, ça va lui coûter 125 $. Alors, c'est vraiment, évidemment, ça dépend de la formation, mais c'est une accessibilité aux membres. Les prix UDA. Ben oui. Quand on va au théâtre, des fois, oui, tu ben dis les je suis prix de la membre culture, UDA. mettons, Oui. et tout ça, effectivement. Oui, il y a des bourses beaucoup de qui aiment rabais. ça. Il y a beaucoup de rabais Oui, aux membres. Dans effectivement. des gyms, la peinture, des hôtels, des spectacles, des restaurants, il y a beaucoup de rabais aux membres. Il y a des assurances collectives aussi, tout dépendamment de le degré. Le degré, le salaire que tu fais dans ton année. Il y a comme des cases, des groupes, le membre ivoire, bronze, argent et tout ça. Là. Exactement. Ça, c'est en réforme actuellement, nos assurances collectives, pour Ouh. essayer de donner une meilleure accessibilité à tout le monde. Oui, ça, on est content. Puis une souplesse, parce que, par exemple, on sait, on vient de faire le sondage, il y a énormément d'artistes qui ont un travail à côté, qui travaillent au resto, au bar. Ils enseignent, ils font de la médiation culturelle. Alors, on essaye en ce moment de faire en sorte que tous ces métiers-là qui ne sont pas des contrats UDA puissent être acceptés, particulièrement les métiers artistiques, donc médiation, coaching, enseignement. Que ça puisse être ajouté à ton revenu UDA pour atteindre une meilleure couverture d'assurance. C'est formidable. Ça me parle beaucoup parce que c'est notre situation chez Plan Large. Toi aussi. Tu t'es excité là-dessus. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je vais peut-être augmenter de catégorie, fait que je vais avoir des assurances. Mais c'est formidable. Fait qu'il y a vraiment, il y a une mouvance, il y a une ouverture là-dessus. Fait que absolument. C'est d'abord une super belle chose, je trouve, c'est que, beaucoup de gens se nomment acteurs, actrices ou artistes, puis le côté professionnel, on a l'impression parfois qu'il est plutôt... C'est une zone de flou parfois, puis l'Union est là pour protéger, justement pour donner cette espèce de statut-là d'artiste professionnel. Mais à obtenir ce 10 premier crédit-là, parfois ça peut devenir compliqué pour quelqu'un qui veut vouloir aller vers le statut professionnel. Oui. C'est quoi la meilleure façon d'y arriver, mettons, pour quelqu'un qui veut intégrer l'UDA? Bien, c'est ça. Il y a plusieurs façons. Ouais. C'est sûr que c'est à partir du moment où on travaille avec un producteur officiellement reconnu comme tel pour un théâtre ou pour n'importe quoi qui se fait en audiovisuel, etc., ça emporte presque automatiquement un crédit. Oui. Donc, on commence comme ça. Pour ceux qui sont dans des secteurs un peu différents, prenons l'humour, par exemple. Souvent, les producteurs en humour, je ne sais pas, quand tu vas faire un comédie club ou un corpo, des choses comme ça, c'est pas toujours un producteur qui est lié à l'Union des artistes. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, on a mis quelque chose en place qui s'appelle l'autodéclaration. Donc, ce qui permet à un artiste, supposons, moi, je commence ma carrière d'artiste et je suis humoriste et on m'a invité à participer à un podcast où je suis rémunérée, mais pas sous contrat UDA. Mais je peux m'autodéclarer. Je peux appeler l'Union et dire, écoutez, j'ai tel contrat qui s'en vient ou que je viens de faire. Non plus. Mais non, on va apprendre des choses.
Et j'aimerais commencer à me constituer, un, des permis, puis deux, un filet social, parce qu'évidemment, des contrats UDA, ça emporte un REER, puis des assurances collectives. Donc, un artiste qui n'est pas encore lié avec des producteurs qui sont liés avec l'Union, parce que, bon, il y a une loi, là, on peut s'en parler aussi, la loi sur le statut de l'artiste. Oui, c'est sûr qu'on va en parler. Alors, oui. alors comme ça, là, avec l'autodéclaration, et ça, c'est bon, et pour ceux qui ne sont pas encore membres, et pour ceux qui le sont, comme par exemple pour les membres actifs. Un corpo, c'est toujours un peu particulier parce qu'on ne sait pas trop, OK, c'est qui paye, où est-ce que ça se passe. Il y a comme une zone de flou, là. C'est ça. Ouais. Les membres actifs, ils ont toujours le droit de le déclarer parce que des fois, tu peux vouloir dire, j'ai une plus petite année cette année, je vais utiliser mon corpo pour augmenter mes REER puis mes assurances collectives, par exemple. Donc, un membre actif, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il peut autodéclarer. Ouais. Donc, si je comprends bien, un corpo, même si c'est pas un contrat qui est UDA, que tu sois payé ou non, si toi, tu considères que c'est un contrat qui est dit professionnel, tu peux dire à l'UDA, « Hey, moi, j'aimerais que ce contrat-là soit considéré. » C'est tout ça ou j'ai pas tout à fait bien compris? Oui, il faudrait que tu sois rémunéré, par exemple. Okay, sinon, c'est du bénévolat. Donc, Ouais. pour nous, le bénévolat n'emporte pas un crédit Je de comprends. l'Union des artistes. Je comprends. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un contrat officiel de l'Union des artistes pour obtenir un crédit. Tu me l'apprends. Hey, moi Honnêtement, je ne aussi. savais pas. Moi non plus. C'est tout nouveau. C'est OK. une, Ça fait c'est une combien de temps? réforme qu'on a faite. C'est même pas mis à jour encore sur Ah. notre site. Là. Bon, Ça c'est fait normal qu'on soit pas... On Oui, a un c'est scoop. ça. semaines. Ben oui, c'est ça, un c'est une scoop. nouveauté, là. Tout à fait. Ça existait déjà, l'autodéclaration, mais Oui. c'était beaucoup plus strict que ce que c'est maintenant. OK. Mais avec les années difficiles que traverse le milieu artistique, on s'est dit que c'était important que les artistes puissent accumuler tranquillement leur crédit puis acquérir leur statut professionnel, puis surtout se constituer un filet social. Donc, on essaye d'assouplir toutes ces règles-là pour que quelqu'un qui veut devenir membre de l'Union des artistes puis qui est sérieux dans sa démarche, mais puisse dire au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, ben voici, moi, je m'autodéclare pour avoir un permis de plus, formidable. etc. Oui, merci Avant, c'était pour juste ça. l'autogestion des autogérés. C'était-tu Ouais. la seule autre opportunité de faire, pour faire dire que c'est un contrat professionnel UDA, puis là, on s'autoproduit, on fait une pièce de théâtre, par exemple. Mais là, ça l'ouvre, fait qu'il y a de l'espoir. Ça ouvre ça. Puis J'adore. aussi, l'Union est toujours, je veux dire, notre première préoccupation, outre protéger les artistes, c'est aussi permettre à toute votre créativité de s'épanouir puis de s'exprimer. Alors, évidemment, comme par exemple, quand des autoproducteurs nous appellent, vous le savez, c'est pas rare que des artistes-interprètes partent leur petite compagnie pour se mettre sur scène puis se faire voir. Bien, nous, on veut pas empêcher ça, là, au contraire. Donc, on a de l'accompagnement, beaucoup de nos agents, quand un autoproducteur appelle puis dire, OK, comment je me démêle dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai à faire? Il y a un accompagnement qui est fait assez régulièrement. C'est là. donc ben C'est le bon. fun. Moi, j'aimerais savoir. passer de comédienne à leader syndical, ça a été quoi le plus grand défi? Ah, c'est bon. Merci. J'adore ta question. C'est aussi un rôle, je dirais. ouais, hein? C'est aussi... oui, il y a une posture parce qu'évidemment, le rôle de l'Union des artistes en général, mais celui de sa présidence en particulier, c'est extrêmement politique. C'est beaucoup un discours public, c'est beaucoup la défense des intérêts, mais être toujours dans une posture de collaboration, de... Et non pas de confrontation. Puis de tout. Exactement. Je comprends tout à fait. Parce qu'il C'est- faut garder une marge de manœuvre des deux côtés. Là. Exactement. Puis, ça demande en fait une espèce de... Mon Dieu, comment j'appellerais bien ça? C'est une bonne question. C'est une... Tu représentes une institution, puis une institution importante dans notre société. Là, ça fait longtemps qu'elle est là, l'Union des artistes. D'ailleurs, elle a été fondée par les chanteurs lyriques j'ai parce vu qu'ils ça. étaient tannés de se faire payer en cigarettes. Fait que ça vous donne Oh, une mon idée. Dieu. En 1927, je pense, quelque chose du genre. Hein? Ça fait 80 ans, ouais, c'est c'est ça. ça. Hein? Ouais. Oui, tout à fait. C'est capoté. Donc, c'est... alors, ça demande une posture très réservée parce que tu représentes beaucoup de membres, tu représentes une institution, tu interviens beaucoup avec la classe politique. Donc, chacun endosse ce rôle-là selon sa nature, j'imagine. Bon, ben moi, je me suis mis beaucoup dans l'esprit de la collaboration, de jamais rabaisser ou critiquer mes opposants ou en tout cas ceux qui ont la position différente puis envers qui je fais des représentations, mais de toujours leur garantir ma collaboration. Donc, il faut que je maîtrise comme il faut mes émotions et la colère qui peut monter parfois quand on défend
des artistes. Tu pourrais donner des cours à des gens Oui. qui ne savent pas maîtriser leurs émotions. En formation continue à l'Union des artistes, comment apprendre à gérer tout ça. Tantôt, tu as parlé du statut de l'artiste, puis j'ai vraiment envie qu'on en parle. Qu'est-ce que ça représente concrètement, ce statut-là de l'artiste? Alors, la loi sur le statut de l'artiste, Ouais. c'est quelque chose que, premièrement, la première chose à dire, comme à l'Union des artistes, on fait partie de la Fédération internationale des acteurs. Alors, une fois par année, tous les syndicats et associations d'acteurs à travers le monde se réunissent pour parler de nos enjeux. On est les seuls qui avons une loi sur le statut de l'artiste aussi forte qu'elle est. Est-ce qu'on pourrait lui donner plus de dents, mieux nous défendre encore? Oui, assurément. Mais on est les seuls qui avons ça. Ce qui fait que depuis toutes ces décennies-là, quand l'Union des artistes interpelle un producteur puis lui dit « il va falloir que tu viennes t'asseoir à ma table pour qu'on discute », bien, il est obligé de le faire par la loi. Ah oui, Aussi. la loi je savais Absolument. pas. OK, fait qu'il y a un pouvoir légal. Absolument, Wow. il y a un pouvoir légal. OK. Ensuite, tous les producteurs qui ne sont pas liés à l'Union des artistes, parce qu'il y en a beaucoup, pensez juste à des petites publicités en région ou quoi que ce soit. Normalement, ils sont supposés respecter le minimum des ententes de l'Union des artistes. Donc, évidemment, l'Union des artistes, ce n'est pas un syndicat traditionnel en ce sens que tes années d'expérience n'accumulent pas une augmentation de salaire. C'est le pouvoir de négociation de chacun de nous qui fait que nos revenus sont plus ou moins élevés. Mais un producteur serait, selon la loi, obligé de respecter les ententes de l'Union des artistes, même s'il ne signe pas de contrat de l'Union. Fait qu'est-ce qui arrive? Parce que des fois, on a l'impression que c'est pas toujours respecté. Bon, je sais que des fois, qu'il y a des clauses de s'il y a une publicité, mais qu'on engage nos employés à l'interne, il y a des dérogations et tout Oui. ça. J'ai comme l'impression que les dérogations, parfois, on a perdu un petit peu le contrôle sur certaines choses. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un producteur ne respecte pas l'entente avec l'Union des artistes par rapport au statut de l'artiste puis au paiement qui devrait y avoir? Bien, l'enjeu, Ouais. c'est que c'est très difficile pour un artiste d'appeler à l'Union pour dire « moi, j'ai été engagé, puis c'est pas un contrat UDA, puis je suis sous-payé C'est très difficile. C'est la raison pourquoi l'Union des artistes existe, la raison pourquoi on dit aux artistes « joignez-vous à nous » parce que non seulement vous allez avoir un filet social, mais vous avez une défense légale aussi. S'il arrive quoi que ce soit sur le plateau, si le producteur ne respecte pas ses engagements, s'il y a un contrat civil, nous, on ne peut pas intervenir. Si c'est un contrat union, même à zéro, c'est pour ça des fois on dit aux autoproducteurs « Hey, même si vous n'êtes pas capable de payer, puis votre gang, là, vous créez un spectacle avec vos amis, puis tout le monde veut le faire bénévolement, c'est pas grave. Un contrat signé de l'Union des artistes vous garantit, par exemple, que s'il y a un accident sur les lieux de travail, bien, on est là. Ouais, je comprends. On est là pour vous. Mais un contrat à zéro, il n'y a pas de cote versée au producteur puis à l'Union à ce moment-là. Fait que l'Union, c'est comme une espèce de... Je ne veux pas dire C'est un arrangement. Un arrangement. C'est comme un arrangement pour que les OK. projets de nos artistes puissent exister. OK. Alors, évidemment, l'enjeu dans tout ça, c'est on est vulnérable Ben devant oui. nos producteurs. On a peur que ça se sache que c'est de nous que ça On vient. a peur de perdre le On contrat. a peur de perdre le contrat, de ne plus être engagé. Alors, tous ces enjeux-là sont bien réels, puis on les comprend très bien. Mais avec le temps, j'espère que la solidarité va se bâtir de plus en plus, surtout avec les années qu'on traverse. On a beaucoup de menaces quand même dans nos métiers que les artistes, interprètes vont comprendre au fur et à mesure des années qui passent que la solidarité, c'est vraiment ce qui nous garantit d'avoir des meilleures conditions de travail. Mais pourquoi on a l'impression que... Pendant un certain temps, il y avait des dérogations parce que M. Tremblay-Chapeau, au coin de la rue, n'a peut-être pas le budget de faire une publicité à la télévision parce que c'est très onéreux. Alors que, pour ne pas les nommer, mais Rogers ou Bell, ils ont plus de sous, c'est des multinationales. Pourquoi on a l'impression que maintenant, même les McDonald's de ce monde et Rogers font des pubs non-union alors qu'ils ont tellement de sous? J'ai l'impression qu'avec l'Internet, on a perdu un petit peu le contrôle de cette affaire-là. Fait que je trouve que la ligne est mince parfois pour un artiste de faire hey, « moi, c'est 1 000 $là ou ce 2 000 $là, je sais que ça vaut beaucoup plus que ça, mais moi, ça va me permettre de manger puis de payer mon appartement pour les 3 prochains mois. » Fait qu'on est comme dans une zone grise aussi de qu'est-ce qu'on fait comme artiste quand on est devant cette espèce de situation-là? On appelle l'union puis on explique la situation, mais puis on prend le contrat, on le refuse, Alors, bien, il y a beaucoup de sous-réponses Oui, à ma cette question, je sais. question, C'était hein. tellement chargé, Alors- c'était émotionnel. Ben oui, on dirait que t'allais pleurer. Oui. Mais non, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui se retrouvent face Mais à non, cette je situation-là, sais. là, tu sais, c'est ça. Bien, il y a plusieurs enjeux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Rogers là, et puis McDonald's et puis Canadian Tire
on n'a pas d'entente avec eux. Je comprends. Hein? Eux, ils engagent des maisons de production de publicité. Ouais. C'est avec eux que nous avons des ententes. Ouais. Alors, ces gros clients-là, comme vous le savez, au Canada, en ce moment, ils sont en lock-out, hein, les membres ACTRA pour la publicité. Ah, je ne savais pas. OK. Oui, OK, ça fait plus de 3 ans maintenant. OK. Accra, c'est la version anglophone de Voilà. l'UDA. Alors, c'est en fait, c'est l'association des acteurs et actrices à travers le Canada, tout ce qui est en anglais. Ouais. Parce que l'Union des artistes, normalement, c'est aussi d'un océan à l'autre pour tout ce qui est en français et dans d'autres langues que l'anglais. Ah, c'est bon. Oui, Oui. OK. C'est très difficile pour une union qui est installée uniquement au Québec de faire, disons, respecter sa juridiction jusqu'à l'autre bout du Canada. Donc, on est très, très souple là-dessus. Mais c'est ça la réalité. La loi sur le statut de l'artiste canadienne n'est pas à la hauteur de la québécoise. Ce qui fait qu'ils peuvent mettre en lock-out les membres ACTRA, les publicitaires au Canada. Ce n'est pas le cas ici. Ils ne pourraient pas nous mettre en lock-out. Donc, en ce moment, il y a énormément d'enjeux sur les publicités tournées en anglais et en français parce que il y a très peu de membres UDA qui habitent à Toronto, mais qui ne seraient pas ACTRA. Je comprends. Et donc, les membres ACTRA, en ce moment, font preuve d'une grande solidarité et ils refusent ces publicités-là. Les membres UDA peuvent les faire, mais s'ils sont membres ACTRA, ça les met dans des situations très particulières. Je hein? comprends. Alors, en ce moment, disons, ces grands clients-là qui feraient une publicité en français au Québec, je veux dire, il est hors de question qu'ils ne se soumettent pas à l'entente collective, même s'ils voulaient engager quelqu'un, un kidam dans la rue qui est tout simplement leur client, puis qui veulent la vraie personne qui est cliente, mais qui n'est pas artiste, malgré tout, ils seraient obligés de garantir tout ce qu'un contrat union garantit. Parce qu'on en voit des fois sur les réseaux sociaux des contrats non-union. Et là, on en voit de plus en plus justement avec des grosses multinationales. Puis c'est là pour ça que j'étais... Que le bas blesse. Oui, c'est là ici que c'est ici que je me sentais interpellé. Je fais comme, mon Dieu, même eux qui ont des moyens financiers... Gigantesque. Ah oui, énormes. Ils sont rendus à faire, ah, ben mon Dieu, pourquoi je paierais un acteur tant alors que, tu sais, j'ai juste à prendre quelqu'un qui est non-union. Puis En fait, au Québec, ils sont obligés de payer l'acteur, peu importe s'il est professionnel ou pas, le montant de l'entente. Alors, il serait bien fou de se passer des artistes professionnels. Je suis d'accord. Hein? Mais quand on voit ces choses-là où c'est annoncé, acteur non-union, etc., ça, c'est les boîtes de casting qui publient ça. Alors, la meilleure façon de faire, c'est nous envoyer une petite capture d'écran. Merci, bravo pour le français. Une petite capture d'écran aux relations de travail à l'Union des artistes, ce qui fait que on ne sait pas nécessairement de qui ça vient. Donc, mais je veux dire, nous, on garantit la confidentialité en ce genre de choses-là. Et nous, ça nous permet d'appeler la maison de casting puis lui dire, tu sais, ça serait préférable que tu n'écrives pas non-union parce que dans notre entente, les maisons de production de publicité doivent engager en préférence des membres UDA. Donc, voyez les membres UDA. Si vous êtes incapable de trouver dans notre membrariat quelqu'un qui satisfait aux caractéristiques que vous voulez, parce que je ne sais pas, moi, ça peut être tout à coup, je veux une famille thaïlandaise qui parle avec un accent, mais on veut vraiment qu'il y ait une ressemblance. Bon, ça se pourrait qu'ils ne trouvent pas... Niché, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Si c'est très niché, on permet des dérogations, mais c'est une embauche préférentielle pour les membres ACTRA, pour les membres UDA, pardon. Ouais. Et donc, nous, ça nous permet de prévenir la maison de casting, lui dire, vous savez, notre entente avec les producteurs de publicité, c'est telle chose, donc vous devriez respecter ça, mais c'est pas une... on ne les appelle pas pour les chicaner, là. Hein? Non, donc, il n'y a pas de crainte à avoir quand on... Oui, c'est une discussion pour dire que ce serait préférable que vous mettiez... que vous enleviez le non-union pour que les membres UDA se sentent à l'aise d'aller là. Mais vous savez, dans nos règlements, les membres de l'Union des artistes doivent travailler avec des producteurs qui ont des ententes avec l'Union des artistes. Mais on n'est pas fous, là. On le sait que les artistes interprètes, il faut qu'ils gagnent leur vie, il faut qu'ils payent leur loyer, qu'ils élèvent leur famille. On sait combien c'est difficile. Donc, nous, on est quand même très, je dirais, raisonnable, compréhensif, équilibré dans nos exigences. Puis ça, c'est donc toutes les boîtes de prod, que ce soit en pub ou en fiction, au Québec, il y a une entente avec l'Union que techniquement sont supposés d'engager
des comédiens professionnels de l'Union des artistes. Exactement. Parfait. C'est bon à savoir. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir. C'est quoi les 3 grands enjeux que font face nos artistes aujourd'hui? Oui, il y en a beaucoup. Mais je dirais que... Oui. T'as le droit à 5. Oui, c'est ça. Je dis 3, mais ça peut être Non, 15. mais 3, c'est un bon chiffre. Je dirais que, assurément, la multiplication des plateformes, puis le côté très cow-boy des... Non, je ne devrais pas dire cow-boy, je devrais dire le côté très citoyen corporatif... On peut dire cowboy. On va dire cowboy. Alors, vous Oui, comprenez c'est dans dire quel cowboy. sens je le Oui, dis. oui, tout à fait. C'est un peu, Oui. c'est un peu Rock and arrogant. roll. Alors, Oui. c'est l'attitude d'arrogance des géants du web qui, pendant la pandémie, ont pris beaucoup de force. Ouais. Puis qu'ils nuisent beaucoup aux cultures nationales comme les nôtres. Pourquoi? Parce que avec la multiplication des offres, les ménages québécois se retrouvent à dépenser des sous pour s'inscrire à différentes plateformes internationales. Donc, ça fait que leurs sous qui sont dédiés à la culture s'en vont à l'étranger. Il n'y a pas encore de redevance. Le CRTC, quand même, leur a demandé de 5 % de leur chiffre d'affaires national, donc au Canada, de le remettre dans l'industrie audiovisuelle, par exemple. Qui est quand même bien. Ce qui est quand même bien. C'est un bon début. Mais ça fait quand même qu'on est un peu en danger de ne plus avoir d'espace pour s'exprimer, pour montrer nos œuvres télévisuelles, cinématographiques, nos séries web, nos chroniques, nos podcasts, parce qu'il y a un envahissement total. Évidemment, eux autres, ils s'en foutent beaucoup des petites cultures nationales. Hein? C'est pas leur préoccupation. D'où, je pense, il faut que les artistes interprètes, mais aussi les auteurs, autrices, les compositeurs, compositrices, même les gens en art visuel, il faut qu'on ait un bon lobby là-dessus, que ces grandes plateformes-là doivent, en fait, remettre une partie de leurs gains faits au Canada et au Québec dans nos industries. Ouais. Ça, c'est pour toute la chaîne. Hein? Ouais. C'est de l'idéateur jusqu'au figurant. C'est tout le monde qui en profiterait. Ouais, Oui, c'est tout le monde qui en profiterait parce qu'il accapare beaucoup de nos ressources en ce moment. Puis, surtout, on devient une minorité, tu sais. On devient une minorité de plateformes puis de produits. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ces grands géants du web-là, ils sont en train d'acquérir toutes les startups puis toutes les compagnies qui développent l'intelligence artificielle. Oui, ça me fait tellement peur. J'ai peur de ça. Ça, les médias de synthèse, c'est vraiment épeurant. Vraiment. Alors, il faut qu'on assume notre autorité politique. Là, ça, c'est donner du courage aux décideurs. Ouais, au gouvernement. Ouais. Pour assurer notre souveraineté culturelle. Oui. Parce que c'est ça qui est en danger en ce moment. C'est-à-dire que les médias de synthèse qui sont en train d'être développés, moi, je crois que sur un horizon de 10 ans, pour ne pas dire que déjà dans 2 ans, ils vont être capables de mettre des produits. Oui, malheureusement. Des produits sur le marché. Ouais. Et là, quand on parle de médias de synthèse, on parle, par exemple, d'une intelligence artificielle assez poussée, assez performante d'un point de vue génératif pour que tu n'aies plus besoin ni de scénaristes, ni d'acteurs, ni de doubleurs, ni de doubleurs, ni de réalisateurs, ni de rien. Tu as juste besoin de quelqu'un qui la possède puis qui dit, ça va être ça. Sors-moi un film. Ouais. Alors, Ouf. J'aime beaucoup ça fait peur quand même. ouais. Oui, ça, c'est un grand défi. Là. Ouais. C'est une des grandes menaces qu'on confronte en ce moment. Oui, puis l'intelligence artificielle va avoir aussi beaucoup d'avantages sur bien des aspects de notre vie aussi. Il ne faut pas complètement bafouer cette affaire-là. Mais pas sur le métier. Mais disons qu'il y a un bon questionnement. C'est-à-dire qu'il y a des artistes que ça peut, entre guillemets, augmenter. Alors, pensons à un scénariste qui utilise une IA générative pour, par exemple, je ne sais pas, améliorer sa façon de couper son scénario, sa façon de mettre les scènes d'un endroit à l'autre, qui l'utilise pour mettre le premier jet de sa Bible, par exemple, de personnage. Très bien. Imaginons quelqu'un en art visuel qui fait la même chose ou en musique, qui l'utilise comme pour améliorer sa façon de fonctionner. Mais chez l'artiste-interprète, qu'est-ce qui va nous augmenter? Ouais. C'est l'âme humaine qui compte chez les artistes-interprètes. Qu'est-ce qu'il faut faire, donc? Faut faire des pressions au niveau gouvernemental? C'est ce que
ce que j'entends? C'est-tu ça? Il faut que... c'est très difficile à répondre en ce moment. C'est-à-dire sais. qu'on est vraiment dans les On sent que ça touche beaucoup Martin. Ah, mais c'est parce que moi, sans vouloir me plugger, mais je travaille énormément en voix. C'est mon premier revenu. Oui. Puis on le sent en voix déjà. Depuis un an, je sens déjà qu'il y a une évolution. Je ne veux pas dire positive parce que c'est vraiment pas le bon terme, mais l'intelligence artificielle a eu énormément d'améliorations, même que des fois, c'est à s'y méprendre. Puis je me suis même fait prendre au jeu à savoir, je fais comme, c'est sûr, c'est fait par un artiste. Il fait comme, non, c'est fait par de l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que je suis très égoïste dans ce sentiment-là en ce moment, mais oui, c'est sûr que je pense à tous mes collègues qui travaillent en doublage, en voix. C'est sûr qu'il y a un sentiment d'inquiétude. On a vu qu'est-ce qui s'est passé en Italie, il y a un moratoire qui s'est fait, aux États-Unis aussi, mais on a l'impression, là, sans faire de la politique culturelle, mais on a l'impression qu'au Québec, la culture, c'est pas autant la culture, on la porte dans le cœur, autant que des fois, on a l'impression que c'est pas quelque chose qu'on est prêt à défendre ou à se battre tant que ça. Mais on a encore, moi, personnellement, j'ai encore le terme gratteux de guitare, là. Oui. Comme, je pense que ça avait passé aux nouvelles, puis il y avait quelqu'un qui avait appelé les artistes des gratteux de guitare. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui a graffiné. Oui. Genre. C'est d'ailleurs un très grand enjeu d'inscrire les artistes dans la société comme étant des travailleurs et des travailleuses au même titre que tout le monde. Oui. On fait un travail hyper important. Essentiel, je te dirais même, je trouve. Oui. On n'opère peut-être pas à cœur ouvert, mais on est là pour l'âme, l'identité d'un peuple, Vraiment. notre langue, nos mœurs. C'est à travers la culture qu'on se bâtit puis qu'on véhicule nos valeurs. Puis on a un impact positif sur Oui. plein d'industries. La restauration, Vraiment. l'hôtellerie, je veux dire, Absolument. le tourisme. Et comme plein de gens qui viennent ici pour voir les œuvres. Il y a je pense à Robert Lepage qui se promène à travers le monde pour ne nommer que celui-ci, Oui. mais aussi qui montre ce que le Québec, on est capable de faire aussi. Puis il y a plein d'autres productions que je pourrais nommer. Mais des fois, je trouve que c'est très... Notre métier est très méprisé. Mais c'est parce que ça a l'air facile, je pense. Oui, bien, je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent faire notre métier parce que ça a l'air facile, mais il y a aussi le fait que ce n'est pas reconnu. Puis moi, je me suis déjà fait demander par une psychothérapeute c'est quoi mon travail. Puis j'ai répondu, mais je suis travailleur autonome, je suis comédienne. Puis elle m'a dit, est-ce que votre chum a un vrai travail? Oh, C'est une mon psychothérapeute. Puis elle m'a demandé si mon chum avait un vrai travail. Puis j'ai dit, mais si vous voulez dire que mon copain travaille de 9 à 5, oui, c'est ça qu'il fait dans la vie. Et tu fais un vrai travail, Mais je toi fais un aussi. vrai travail! Oui. Mais c'est pas reconnu. On dirait que c'est pas... je sais pas, les moldus ne reconnaissent pas Oui, notre travail. c'est comme si on a un statut de l'artiste, oui, qui a été reconnu par le gouvernement du Québec puis du Canada, comme tu disais tantôt, puis qu'au Québec, c'est un peu plus fort, mais c'est comme si, je veux pas être généraliste, mais que monsieur, madame, tout le monde, c'est comme si c'est de l'acquis, puis c'est pas... je sais pas comment dire. Peut-être parce que ça a l'air facile ou accessible pour tout le monde, peut-être que... Ou encore le préjugé du gratteux de guitare, comme tu disais aussi, mais il y a comme une conscience collective, sociale, de faire « Hey, les artistes ont un impact, un peu comme tu dis, un impact majeur. » Oui. Puis en France, je pense qu'ils ont l'intermittence, le gouvernement a reconnu ça, Oui. quelque chose qu'on n'a pas ici et qu'on avait essayé il y a quelques années. Oui, Je me puis on souviens, lâche pas ce morceau-là, c'est d'ailleurs. formidable, Ah ouais, hein? parce Ouais. que j'ai l'impression que ça rajouterait un saut de... Pour l'intermittence, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu comme le chômage, si vous voulez. Là. C'est un peu le même principe, en fait. Là. Les artistes doivent travailler un nombre d'heures précis avec un nombre de contrats pour pouvoir accumuler un genre de chômage, à peu près ça, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais les artistes n'ont pas accès au chômage. Donc, quand un artiste ne travaille pas, il n'y a aucun sou qui rentre. Fait que ça, c'est Effectivement. quelque chose qui est vraiment, je trouve, un enjeu majeur. Puis ça m'encourage que tu dises qu'on ne lâche pas le morceau là-dessus. Vraiment. Non, on lâche pas le morceau là-dessus, c'est sûr. On souhaite que notre filet social soit amélioré en ayant de l'assurance-emploi, par exemple, ou trouver, en tout cas, s'inspirer de d'autres endroits pour avoir quelque chose qui soit là pour les moments où on ne travaille pas. Effectivement, il y a une méconnaissance de ce qu'on fait dans la vie, nos heures de travail invisibles. Les gens sous-estiment ça. Ils disent, ben là, vous travaillez une journée, vous êtes payé tant parce que, oui, mais si on calcule toutes les heures de recherche, d'apprentissage de texte, d'analyse de ce qu'on va jouer, parce de coaching, de cours pour se tenir en forme, de toutes nos dépenses en formation continue ou pour aller voir les films, les choses qui se passent au théâtre. Les photos de casting, les c'est démos, important. l'investissement qu'on fait, Tout c'est ça, fou, là. maintenant, de plus en plus, avec les auto-auditions, il y a la technique. Il faut que tu ailles un trépied qui se tienne, un petit éclairage, quelque chose. Alors,
il ne faut pas sous-estimer ça. Et puis, les gens, je pense qu'ils sont aussi, tu sais, à leur décharge, là, Oui, le public oui. en général, ils sont influencés par ce qu'ils connaissent de Hollywood, par exemple, ou en voyant nos quelques 10, 15, 20 vedettes qui gagnent très, très bien leur vie. Et ils oublient qu'en dessous, il y a 99% des artistes qui peinent à avoir le salaire moyen québécois, Ça par ressemble à quoi exemple. le salaire moyen à peu près? Est-ce que tu le sais d'un artiste au Québec? Oui, bien, C'est pas très encourageant? Non, c'est pas très On encourageant. est en bas du 10 000 j'imagine? On n'est pas en bas du 10 000, OK. mais on est en bas du 20 000. Eh, pour Ouais. une année annuelle. Pour Oui, une année annuelle. absolument. Bravo, Martin. Pour, Oui. pour un revenu annuel, Wow. là, je parle de l'Union des artistes. Oui, tout à fait. Si on mettait tous les artistes, là, qu'on mettait tout l'audiovisuel, les arts visuels, par exemple, là-dedans, ça baisserait davantage, là, je pense. Mais c'est drôle que... On dirait qu'on nous dit que c'est pas un vrai travail parce qu'on aime ça. Hein? On est donc passionnés. Oui. On est tellement passionnés qu'on est toujours prêt à le faire gratuitement. Oui. Hein? C'est fou. C'est fou. Je sais, c'est fou. On se nuit, en fait, Fou. quand on dit ça. Oui, complètement. je veux dire, je suis convaincue qu'un chirurgien aime son travail. Eh oui. Il le ferait pas gratuitement. Mais non. non. Je suis convaincue que les profs adorent leur travail puis se donnent une mission aussi grande que la nôtre d'intervenir dans la société puis d'injecter quelque chose de bien. Ils le feraient pas gratuitement. Nous, ça nous tire un peu dans le pied. C'est-à-dire qu'on se tire un peu dans le pied en se disant hey, mais moi, je veux être vu dans mon travail, je veux être vu dans mon talent. Je veux me faire de l'expérience. Oui, je veux acquérir de l'expérience, mais c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va arriver à vivre de ce métier-là, qui va le choisir puis qui n'y arrivera pas. Mais à partir du moment où on a des écoles qui forment des danseurs et danseuses, des chanteurs, chanteuses, des humoristes, des acteurs et actrices, bien, on se doit aussi de leur permettre de pratiquer le métier qu'ils ont choisi, puis pour lesquels l'État a payé pour les former, parce que souvent, c'est hautement subventionné, les écoles d'art, hein, de musique, etc., d'être capable de faire leur métier en bonne et due forme. Donc, avoir une assurance chômage, par exemple, être payé dignement, être traité dignement aussi. Je veux dire, on a entendu parler des conditions pas très humaines qu'il y avait dans notre milieu en général avec les plaintes MeToo, avec les plaintes de harcèlement ou de toxicité au travail. Alors, ce sont des choses sur lesquelles l'Union, par exemple, des artistes intervient. Oui, mais tu parlais tantôt de coordonnatrice d'intimité. Oui. Il y a une énorme amélioration dans le milieu par rapport à ça. Oh, j'ai tapé le micro, désolé. Mais c'est ça, il y a ce côté-là. Mais là, la démarche à suivre pour être en lien avec la question de Myriam, tu sais, l'intelligence artificielle et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut manifester, il faut conscientiser, il faut faire des pressions gouvernementales, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut Moi, faire? je veux juste dire que c'était pas ma question, c'était ta question. Non, c'est parce que tu parlais, parce que je rebondissais sur les choses importantes que Ah, l'Union. OK. Oui, c'est ça, tu sais. Bien, c'est sûr que c'est les représentations politiques. Là, je pense que nous, quand même, au Québec, on est assez avancé en intelligence artificielle puis en éthique de l'intelligence artificielle. Okay. Alors, il y a beaucoup de personnes dans le milieu technologique qui croient que c'est les artistes qui vont porter ce message-là dans la société pour une éthique de l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, moi, je me mets à disposition pour ça. Le lobby de l'autre côté est extrêmement fort parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle va améliorer beaucoup de secteurs dans notre société, va aider à améliorer le travail de beaucoup de secteurs, qu'on pense juste en santé, par exemple, ça va être énorme. Alors, on sent que les gouvernements sont un peu sur leur garde en ce moment. Est-ce que on légifère tout de suite? Est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on protège? Comment on le protège? Alors, tout le monde est un peu saisi devant ça. Alors, le lobby de l'autre côté est très, très fort. Il faut que nous aussi, on se bâtisse un lobby puis qu'on mette la population de notre bord puis qu'on leur fasse vraiment comprendre ce que c'est puis aussi qu'on s'allie avec tous les autres métiers qui vont perdre beaucoup. Je veux dire, imaginez, je ne sais pas, là, je me mets dans la peau d'un notaire, par exemple. Je pense que l'IA générative va être capable de faire ça pas mal rapidement. Donc, tous ces métiers-là qui sont mis en danger, bien, il faut qu'ils s'allient avec les artistes puis qu'on parle d'une voix commune. Donc, ça, c'est une des avenues possibles.
Puis ensuite, ben c'est sûr que maintenant, la protection de notre image, notre voix, pour ce qui est de l'input, donc l'enseignement à l'intelligence artificielle, là, ce qu'on appelle l'enseignement profond, l'apprentissage profond, ça, je pense qu'il est un peu tard parce qu'on a tellement eu nos images, nos voix disponibles que, tu sais, ils ne demandaient pas l'autorisation à personne pendant des décennies. Hein? Alors, même si la demande maintenant, je ne sais plus qu'est-ce que ça vaut, surtout que maintenant, l'intelligence artificielle générative est capable de générer ses propres programmes d'entraînement. Alors, elle n'a même plus besoin de nous. Donc, je pense que l'enjeu, il est tout sur le output maintenant. Donc, qu'elle génère, cette intelligence-là. Ton image est protégée. C'est ton identité. Oui. Par notre code civil, par nos lois, c'est protégé. Même chose pour chacun des citoyens. Oui. Mais il y a une sensibilité plus particulière envers les simples citoyens qui ne sont pas des personnalités publiques. Mm-hmm. Ils sont mieux protégés que nous, je pense, actuellement. Mm. Donc, j'imagine que quand les politiciens vont se voir dans une capsule sur Internet en train de dire le contraire de ce qu'ils pensent, je pense que là, ça va aller un petit peu plus vite. Ah, c'est bon. Je comprends. Moi, j'aimerais savoir si tu pouvais changer une chose dans l'industrie en ce moment. Qu'est-ce que tu changerais? C'est bon, j'aime bien. C'est bon. Alors, et c'est sûr que nous, c'est des industries, hein, parce que c'est plusieurs secteurs. Il y a les arts vivants, il y a l'audiovisuel. Bon, alors, je pense que pour que ça touche tous les secteurs, je dirais que quand, ici au Québec, on a eu on a pris la très sage décision de financer avec de l'argent public nos arts et nos spectacles. Oui. Et ce que je trouve que la mesure la plus importante, ce serait de s'assurer qu'à partir du moment où une œuvre est financée, elle respecte les ententes avec toutes les associations concernées pour que les artistes, créateurs et interprètes puissent avoir un filet social, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui en profitent et que ça devient une manne lucrative pour certains, tandis qu'on se rend bien compte que ça ne se rend pas au bout de la chaîne, puis que les artistes là-dedans ne sont pas traités de la même façon que sont traités les producteurs, par exemple. Donc, je suis sûre qu'eux, leurs revenus ne stagnent pas depuis des années, particulièrement en audiovisuel. Ouais. Alors que, par exemple, si je regarde plus du côté du théâtre, par exemple, où les producteurs sont souvent des gens qui sont issus du milieu des arts, qui ont été des interprètes ou des créateurs, bien, l'enjeu est moins là. Par contre, regardons dans tout le chemin que l'argent public emprunte, parce que c'est de l'argent du citoyen, puis notre citoyen, il a le droit de savoir que ses sous sont distribués de manière équitable pour le bien de tout un secteur. Alors, ça serait ça, moi, ma mesure la plus importante, si je pouvais mettre mon pied à terre et dire... J'aime ça. Vendu! Oui. On fait ça quand? Mais moi, je trouve vraiment que tu es quelqu'un de très éloquent. Tu t'exprimes vraiment très bien. Puis je veux savoir, est-ce que devenir présidente de l'Union des artistes, c'était comme un but ou c'est juste arrivé comme ça? Ou... Non, c'était pas un but. D'ailleurs, j'ai recruté du monde pour la suite de Sophie Préjean, ma prédécesseure. C'était pas un but, puis honnêtement, j'ai déposé ma candidature 5 minutes avant la fin de la période. Vrai? Et c'est beaucoup, je vais être très honnête avec vous, c'est beaucoup des artistes, interprètes, femmes issus de l'immigration qui m'ont appelé puis qui m'ont dit, tu sais, Tania, c'est quand la prochaine fois qu'une une femme issue de l'immigration, interprète, va avoir les qualités nécessaires ou les connaissances nécessaires pour accéder à un poste comme ça? C'est important que tu mettes ta candidature. Alors, honnêtement, je ne pensais pas nécessairement l'emporter, mais me mettre au service de mes pairs, de mes amis, de mes collègues, au moment où on traverse une période menaçante ça. Honnêtement, ça me brûle beaucoup, ça m'engage beaucoup. Oui, parce que tu n'es pas juste présidente, tu es aussi artiste encore, tu es encore une actrice. Fait que, il y a un côté que la situation qu'on parlait et qu'on déplorait tantôt, tu peux la vivre au quotidien aussi. Fait que tu sais c'est quoi, tu
les difficultés salariales, le métier en tant que... Fait qu'il y a aussi une part, une flamme clairement qui te permet d'avancer puis de y aller. Oui, puis Ouais. quand les artistes viennent vers moi puis me disent « ça n'a plus de bon sens ce dont vous parliez tantôt, que les gens considèrent même pas que c'est un vrai travail qu'on Ouais. fait », on a besoin d'être traité avec dignité. Moi, quand ce mot-là arrive, je me dis hey, on est bien au-delà de combien nous sommes rémunérés. Absolument. On est dans comment nous sommes considérés, Perçu, ben oui. perçus comme travailleurs et travailleuses qui injectons dans notre société quelque chose de très précieux. Et ça mérite à tout le moins la dignité. T'as tellement raison. J'espère tellement que... C'est vraiment beau. Oui. J'aime ça. C'est stimulant, en fait. J'espère que les gens vont percevoir ça aussi, puis cette espèce de prise de conscience-là aussi. Mais en tout cas, je trouve ça le fun de voir que tu es engagé puis que tu je vais dire un mot anglais, mais tu fights, tu te bats pour nous, puis il y a une flamme qui t'allume. C'est rafraîchissant. Ça fait vraiment du bien. Merci, mais Ouais. c'est vrai que je suis vraiment très engagée. Je veux dire, il n'y a que ça dans ma vie en ce moment. Aussi, je suis une personne comme ça, là, quand je m'engage, on dirait que je mesure pas, là, je me rends très, très, très loin. Ça fait longtemps que j'ai pas eu congé, là. Je veux dire, Puis en plus, on est la On fin de est semaine, by the way. Hein, dimanche, c'est ça, on est fait qu'il y a le désolé. dimanche. Ah non, mais c'est comme ça, parce que même si j'étais pas ici, je serais en train de travailler, d'écrire ma prochaine intervention, de me dire, je suis toujours en train de penser à ça. Vas-y, mon Ça ami. m'amène à la prochaine question. Un horaire typique dans la vie de la présidente de l'Union des artistes, Tania, de ce fait, c'est quoi? C'est capoté. C'est-tu comme un peu comme un ministre ou quelqu'un au gouvernement qui a jamais de congé, qui travaille tout le temps? Sérieusement, là, on m'a déjà demandé d'aller en politique, puis je l'ai déjà considéré, puis après ce Non. mandat-ci, je vais dire, je pense que je suis pas faite pour ça parce que je vais mourir avant la fin du ouais. mandat. Là, je veux dire, T'as plus de vie. j'ai plus de vie. Je ne sais pas comment les autres présidences se sont organisées, mais quand même, moi, je suis entrée à l'Union en 2019. Sophie était ma présidente. Sophie Préjean était ma présidente. Je suis devenue trésorière. Alors, j'ai vu de proche son horaire, puis je me disais, hey, je ne sais pas comment elle fait, mais Il a je fait son tour. sous-estimais encore. Ah, oui, Ah, hein. ouais. Malgré le fait que je la voyais aller là, vraiment de proche, là, on collaborait beaucoup, beaucoup. J'ai sous-estimé. Je suis faite comme ça aussi, là, je veux dire, je lâche pas le morceau. Fait que je dirais que je me suis déjà fait réveiller à 4h30 de la nuit parce Wow. qu'une négociation durait depuis 26 heures. Puis là, Ah il y oui, avait c'est besoin que j'intervienne pour dire, ben là, ça va être mon ça. Wow. J'ai des réunions, des fois des assemblées avec les membres qui se terminent très, très tard. D'ailleurs, c'est- trouves-tu qu'on est assez impliqués, les artistes? Parce que, tu sais, on parle tantôt que, tu sais, il faut que les gens reconnaissent le statut d'artiste, mais est-ce que tu trouves que les membres de l'Union, autant stagiaires qu'actifs, sont assez impliqués ou on se présente jamais aux assemblées puis finalement, on hurle que nos doigts sont pas défendus, mais quand vient le temps de bouger, on se déplace pas beaucoup? C'est de moins en moins vrai. Yeah! Vous êtes vraiment bravo. en train... Yeah! Bravo à tous! Ouais. Oui, je trouve vraiment que les membres de l'Union des artistes sont en train de se mobiliser. La dernière année a été très bonne là-dessus parce que comme on négociait une de nos plus grosses ententes avec AQPM, donc tous les producteurs en télécinéma, que ce soit variété ou fiction, ça a été quelque chose qui a mobilisé les gens. Puis aussi, et moi et Pierre-Luc Briand, qui est le vice-président Montréal, qui était aussi candidat à la présidence, puis que j'ai vraiment pas gagné par beaucoup de... À un cheveu. à un cheveu. Ouais. Donc, on a décidé de collaborer ensemble. Et c'était pour les deux, c'était je dirais, notre mission ultime, outre le travail qu'on a à faire à l'intérieur de l'Union, c'était de ramener les membres à l'Union puis de dire, hey, c'est chez nous ici, là, l'Union des artistes, ça nous appartient. Tu sais, ça appartient à personne d'autre que nous. Donc, il y a des gens qui sont toujours un peu réfractaires et aux syndicats et aux associations et tout ça. Je peux le comprendre. Personne n'est obligé. Hein, on a la liberté d'association. Mais je dirais que plus on est nombreux à investir l'Union, à venir aux assemblées, à devenir membre pour payer nos cotisations syndicales qui sont de 2,5 %, qui sont assez faibles finalement, ça nous garantit un outil qu'on a, qui est reconnu socialement, hein, parce que tout le monde connaît l'Union des artistes. On est un des syndicats les plus connus, malgré le fait qu'on n'est pas un des plus gros. Et puis, on se fait souvent approcher par des grosses centrales pour dire, mais venez avec nous, tu sais, parce qu'on rayonne beaucoup, l'Union. Oui. Alors, je pense que comme artiste, interprète, il faut reconnaître la valeur de notre institution,
reconnaître que ça nous protège, puis que plus on est nombreux à l'investir, puis à être là, puis à s'exprimer pendant les assemblées, parce que c'est là qu'on a du pouvoir, les membres de l'Union des artistes, on peut s'en parler, bien, le plus cette union-là va devenir forte, puis le plus la solidarité va être forte aussi. Donc, je pense qu'on est à une période de la vie culturelle au Québec où on ne peut pas se permettre d'être divisé. Il faut vraiment qu'on s'unisse. Hey, ça me parle. Il faut vraiment qu'on s'unisse. Puis moi, le premier, mea culpa, là, je ne suis pas toujours présent aux assemblées, puis je devrais être plus. Mais non, vous avez le droit de me chicaner. J'ai certaines assemblées que je suis plus présent que d'autres, puis que je me manifeste plus que d'autres. Mais effectivement, je pense que ça commence par. Il faut que ça commence par nous-mêmes, puis à l'interne, si on veut que les choses bougent aussi. Là, c'est parce qu'il faut se rendre compte que l'union, c'est nous. Ouais. Je veux dire, nos employés, ils font un travail remarquable. Ouais. Mais ils ne sont pas l'union. Mm-hmm. C'est nous qui sommes l'union. Mm-hmm. Ce sont nos employés. Donc, plus on vient, plus on s'informe, plus on comprend aussi leur travail, plus on sait comment les aider en leur apportant les suggestions qui viennent du terrain. Parce que là où les membres de l'Union des artistes ont du pouvoir, c'est dans les assemblées sectorielles. Donc, mettons, tu es en doublage. Oui, par exemple. C'est un bon exemple. On vient d'avoir les assemblées en doublage pour les mandats de négociation. Alors ça, les membres du doublage sont venus puis ont dit, ça, nous, on tient à ce que vous demandiez ça à nos vis-à-vis, donc aux producteurs, aux maisons de doublage, etc. Alors, c'est là que vous venez puis vous donnez le mandat de négociation. Alors, nos employés et nos membres repartent avec ça, puis ils négocient. Mm-hmm. Par la suite, quand ils sont arrivés à une entente de principe, on vous la présente, vous votez pour ou contre. Si les membres ne sont pas contents, là, on dit, on n'est pas content. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va en moyen de pression? Ben oui, on s'en va en moyen de pression. Ou ben non, vous retournez à table puis vous demandez telle chose. Puis là, si ça ne marche pas. Alors, c'est nous, ça, qui faisons ça, c'est-à-dire nous, les membres... Oui, parce qu'il y en a eu des moyens de pression récemment, là, sur des plateaux et tout ça. Fait que les choses ont j'imagine, un peu bougé. Du moins, ça a l'air des répercussions. Ah, ben oui, ça a beaucoup bougé parce que ça faisait 1 an et demi qu'on négociait. On a arrêté 6 plateaux. Ouais. Ah, tout à coup, ça s'est réglé. Alors, je pense qu'il faut... Je pense pas que les producteurs sont habitués à ça justement parce qu'on est extrêmement vulnérable face à eux. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont mal évalué à quel point les artistes étaient prêts à se solidariser pour que le web puis la télé traditionnelle commence à être considérée comme étant la seule et même affaire. Ouais. Oui. Mais c'est le même travail. C'est le même travail. C'est le même travail. C'est juste le médium qui change, dans le fond. Oui, mais oui. Je vais être honnête. Je vais parler d'une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais allée tourner une pub à Toronto, 8 000 $. Un mois après, je retourne une pub à Toronto, 800 $. Et c'est le même travail, c'est le même voyage. C'est juste que c'était pas diffusé de la même manière. Il y en avait une, c'était télé, l'autre, c'était web. Fait que pour les moldus de ce monde, mais on n'est pas payé pareil, dépendant du médium. Et c'est fâchant parce que c'est exactement le même travail. On se lève à la même heure, on fait la même chose. Puis il y a un clash de toute façon entre chaque médium. Là, tu ne seras pas payé pareil au théâtre que de la publicité, que la télévision, que la voix. Tout ça, c'est comme... Il y a comme une espèce de... C'est comme si la structure qui était là avant, c'est comme si elle ne fonctionne plus avec la réalité d'aujourd'hui. C'est comme s'il faudrait repartir de zéro, j'ai l'impression. Ben, j'exagère, là, de zéro, non, mais effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. On est parti d'une façon de créer nos ententes qui tient de l'époque où on avait 3 postes de télé puis des oreilles de lapin sur nos télés, OK? Ça, c'est pas compliqué. T'as raison. C'est pas compliqué contrôler ça, là, quand t'as 3 postes de télé. Ouais. Je te vois à la télé puis je dis, voyons, j'ai pas eu de contrat pour... telle affaire, mettons. Telle affaire, pour la série X. Ouais. Quand le web est arrivé, on a voulu rapidement signer des ententes là-dessus, mais on s'est fait dire par les producteurs, ouais, mais là, attention, là, c'est un nouveau média, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ça va-tu être profitable, pas profitable? Comment ça va se développer? Est-ce que ça va rester marginal? Est-ce que ça va rester un secteur secondaire, le web? Alors, les artistes, on a mis beaucoup d'eau dans notre vin à ce moment-là. Ouais. On a accepté de baisser nos tarifs par rapport à la télé traditionnelle de beaucoup. On a accepté surtout de baisser nos droits. Oui. Donc, parce que les artistes interprètes, il faut savoir qu'on a des droits. Ce n'est pas des droits d'auteur, on les appelle des droits de suite, mais c'est la même chose que des droits d'auteur. Alors, notre revenu, c'est notre cachet plus nos droits. Il ne faut pas penser que c'est juste le cas. Il faut vraiment voir ça d'une manière globale.
Alors, par exemple, il y a 30 ans, quand j'ai tourné, je ne sais pas, Le Sorcier, par exemple, ils m'ont payé quelque chose comme 85% de mon cachet en droit pour pouvoir exploiter la série pendant 7 ans. Très bien rémunéré. Le web arrive, c'est 5%. Mais là, c'est une grosse dégringolade, là, 80% de mon cachet pour aller sur le web, par exemple. Alors, les artistes, on a accepté de faire ça. On a donné cette chance-là aux producteurs de voir comment ça allait évoluer. Mais là, on ne peut plus encore appeler ça des nouveaux médias. On sait que ça fonctionne aussi. Ça évolue assez bien. Ça évolue bien. Je pense que c'est bon. Le web, je pense que ça fonctionne. Ça a de l'avenir. Oui. Hein? Ça a de l'avenir. On va se dire ça de même. Fait qu'il y a un gros réajustement à faire, donc. Il y a un gros réajustement à faire. Et là, c'était une de nos plus grosses demandes, que nos droits retrouvent tranquillement la hauteur qu'ils avaient auparavant, parce que ça constitue une grande partie de notre revenu. Il ne faut pas le voir séparément du cachet. Alors, cette demande-là, que le web soit considéré comme la télé, puis que tranquillement, les droits du web augmentent assez pour rejoindre ceux de la télé, ça a été dur à faire passer. Mais avec cette solidarité-là, puis cette mobilisation-là, puis le courage que tout le monde avait pour aller sur les plateaux puis arrêter quelques tournages, bien, ça a eu l'effet escompté. Et puis, ils ont vu que c'était très sérieux, nos demandes, qu'on était prêts à aller jusque-là. C'est historique, hein? C'est la première fois. C'est fabuleux, Mais bravo. moi, je veux savoir justement comment on arrête un plateau. C'est quelqu'un qui se pointe qui fait « Arrêtez tout! » Merci. Bien, c'est moi qui se pointe. C'est moi qui se pointe toi, avec fois, une les équipe. fois, se déplacer? Bien sûr, Wow, oui. OK. Avec notre directeur général, Alexandre Curzi, avec certaines de nos directrices comme ressources humaines ou technologie, parce que c'est des directrices qui nous accompagnaient, notre stratège en communication, avec évidemment les employés des relations de travail qui sont dédiés à la mobilisation. Alors, on se pointait à peu près 8. Et puis, j'arrivais, puis je disais « Bonjour tout le monde, désolé, on va arrêter votre plateau aujourd'hui. » On demandait d'isoler nos artistes pour qu'on puisse leur parler, pour pas qu'ils... Évidemment, la très grande majorité de nos producteurs sont dans la collaboration avec nous. Ils nous voient vraiment comme des collègues. Ils sont respectueux. Ils aiment les artistes qu'ils engagent. Alors, on ne s'inquiète pas pour eux. Mais il y en a des fois qu'ils vont avoir, je dirais, l'impulsion ou le réflexe d'intimider nos artistes. Alors, pour ça, je suis là pour leur parler, les rassurer, leur dire « C'est pas toi qui décide, c'est moi qui t'oblige. C'est pas du tout la même chose. C'est moi qui va avoir les répercussions, l'union des artistes. C'est nous qui sommes là pour t'obliger à sortir de ton plateau. Donc, tu sais, c'est ton devoir comme membre UDA de nous écouter. Puis de toute façon, j'aurais laissé personne avoir l'air d'un briseur de grève. Non, là. Ça serait terrible là, pour oui. quelqu'un d'être identifié comme ça. Alors, je leur expliquais en quoi le geste allait être, disons, discuté ou ça allait être quoi, les conséquences, les répercussions. Alors, il n'y en avait évidemment aucune pour les artistes parce que même si quelqu'un décidait de les poursuivre, c'est nous là, qui faisons ça. Qui était là derrière pour les appuyer et les soutenir. Absolument. Je comprends tout à fait. Hey, je sais que je reviens sur un sujet qui n'a pas été abordé, mais c'est parce que cette semaine, je me suis fait demander par un comédien, il fait « C'est quoi la différence entre un permissionnaire et un membre stagiaire? » Je fais « Je le sais pas. » Ah, je sais même pas. Ben c'est ça. Fait que là, je suis comme, je sais pas. Puis je suis comme, hey, je vais voir Tania. Fait que je vais demander. Fait que je reviens sur ce qu'on parlait au début, mais c'est quoi la grosse différence entre un permissionnaire et un Alors, membre la stagiaire? grosse différence, c'est que, évidemment, les producteurs doivent embaucher des membres union. Ouais. Mais il se peut que quelqu'un qui commence sa carrière ou qui, disons, une série cherche un jeune adolescent, il trouve exactement l'adolescent qu'il veut pour tourner une série, mais cet adolescent-là ne veut pas devenir comédien. Il dit, OK, je veux bien faire l'expérience, mais alors, il est permissionnaire, c'est-à-dire que... Il restera pas. Il ne restera pas. Le permissionnaire, c'est celui qui ne veut pas devenir membre de l'Union des artistes. C'est bon. Le stagiaire, c'est celui qui accumule ses permis. Donc, il y a une période où les deux peuvent être appelés permissionnaires. Mais en fait, le stagiaire, c'est celui qui accumule ses permis pour devenir membre actif. Fait que le permissionnaire, s'il ne veut pas faire partie de l'Union des artistes, il ne paye pas nécessairement ses crédits, il fait son contrat, merci, bonsoir. Ben, s'il fait mais il faut qu'il cotise quand même, j'imagine, ou pas nécessairement? Alors, normalement, un permissionnaire, ben
si le contrat est UDA, oui, c'est comme s'il était membre. Il va y avoir de l'argent qui va être retiré pour le syndicat, de l'argent qui va être retiré pour les assurances collectives ou pour le REER. Il y a certains de ces montants-là que la personne qui ne veut pas devenir membre, elle ne récupérera pas. Mais il y a des montants, par contre, qui lui reviennent, soit par déduction d'impôts ou... C'est bon, je ne savais pas pour vrai. Je suis contente de savoir que tu n'étais pas au bas. Fait que permissionnaire, c'est comme une espèce de... C'est-à-dire que je travaille jour. l'union, mais je ne veux pas être membre de l'union. C'est ça. OK, c'est comme un contrat de pigiste. C'est le Oui, temps du c'est contrat. ça. Merci, bonsoir. Oui, exact. C'est tellement intéressant. Vas-y, mon ami, j'ai juste te couper. Oui, mais moi, en fait, je voulais savoir parce que tantôt, tu as nommé quelque chose, puis j'avais envie qu'on en discute. Est-ce que le fait, parce que je sais aussi qu'il y avait Sophie avant toi comme présidente, est-ce que le fait... C'est féministe que je vais dire. Ben, vas-y, mon ami. Est-ce que le fait d'être une femme, mettons, comme présidente syndicaliste, est-ce que ça amène une certaine pression de devoir représenter toutes les femmes qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont bafouées par les hommes? Hey, moi, je suis smart, OK? Mais je veux dire, est-ce que ça amène une certaine pression de devoir représenter les femmes ou c'est vraiment comme, ben c'est un devoir, je le fais, femme ou pas, je le fais? Je pense que c'est une question super intéressante parce que ça touche au fait d'être une femme dans une position, on va dire une position de pouvoir. Oui. Disons, je considère pas que j'ai tant de pouvoir que ça, mais j'ai un pouvoir d'influence certain. Mais c'est un poste de pouvoir, on va dire, là, en tout cas à l'intérieur de l'Union, puis même dans mes représentations. Il y a un pouvoir à pouvoir cogner à la porte d'un ministre puis être accueilli tout de suite ou de pouvoir parler au premier ministre ou de... Bon. Alors, en fait, je pense que pour toutes les femmes qui sont dans un siège de pouvoir, il y a un grand défi. Il y a un grand défi. On va être beaucoup plus facilement, par exemple, taxé de difficile, dure, toxique, exigeante, alors que chez les hommes, ça a l'air d'être comme une espèce de assumer son autorité. Ouais, il y a comme un double standard. Là. Il y a comme un peu un double standard qui se constate. Moi, j'avoue que je suis dans une position très confortable parce que je n'ai pas vécu ce genre d'accusation-là ou de quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas encore en témoigner directement. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les femmes dans des sièges de pouvoir devraient être complètement respectueuses de leur nature, de assumer ce nouveau style de leadership qui est demandé beaucoup dans la société, d'être plus à l'écoute, d'être dans la collaboration, dans la collégialité. C'est pas des valeurs du pouvoir qui ont été beaucoup promues dans notre société. Puis moi, en tout cas, c'est ça que je veux amener dans une position de leadership. C'est dire, ben c'est peut-être moi qui est assise sur le siège décisionnel, mais je veux pas les prendre seule, mes décisions. Je veux vraiment que tout le monde contribue à ça. Puis, dans le fond, je deviens plus un vecteur. Là. Je deviens plus comme une espèce de... porte-parole, porte-voix, absolument. Et avec des responsabilités aussi, bien entendu. Avec énorme responsabilité. Mais je veux pas être la seule qui décide. Je veux vraiment être au service. Pour moi, le pouvoir, c'est le service. C'est pas le vrai pouvoir. C'est le service. Donc, pour moi, c'est un siège où tu te mets au service de l'autre. Puis à partir du moment où tu perds ça de vue, ben, faut que tu t'en ailles. Fait que là, est-ce que tu as envie de... Parce que là, tantôt, je t'entendais dire « Hey, c'est un job de gouvernement dans le sens que j'ai pas de vie, tout ça. » Est-ce que ça va être ton seul mandat ou tu es en réflexion en ce moment? Non, je ne suis pas en réflexion. Ça va être mon seul mandat. Oui, c'est dommage. Tu faisais un travail extraordinaire. Oui, je pense que tout le monde est en amour avec toi. Oui. Ben, mon Dieu, merci de me dire ça. On va s'arranger pour qu'elle reste un deuxième mandat. Je vais passer le relais convenablement parce que c'est vrai que la courbe d'apprentissage est énorme. Oui. Ah oui, est énorme. Oui, puis tu as été pitché dans beaucoup de choses très chaud, là. Beaucoup de choses, mais j'ai eu la chance d'être dans le comité de direction avant de devenir présidente, puis de voir aller ma prédécesseure, puis de dire, OK, c'est quand même, la job est à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut...
Il ne faut pas rester trop longtemps. Je suis convaincue de ça. Je pense que c'est bien de passer le relais. Je pense que c'est bien que les gens... de partir à un moment où les gens sont en amour. Oui. Encore. Je pense que c'est bien T'as parce raison. qu'il va y avoir une confiance qui va être transmise à la prochaine personne qui va occuper ce poste-là. Puis moi, c'est sûr que je ne vais pas laisser tomber personne, là. La prochaine présidence, je vais être là puis je vais l'aider. L'accompagner. C'est sûr. Ah oui. C'est un devoir pour moi. Mais oui, je vais faire un mandat. On va s'ennuyer de toi. Mais là, c'est déjà la fin. Merci tellement, ça a passé vite. Pour vrai, ça a tellement passé vite. J'ai zéro vu le temps passer. Ben merci pour vos questions puis votre intérêt puis Mais là, maintenant, vos bons mots. T'es gentil, mais avant qu'on se quitte, mettons, là, Oui. as-tu quelque chose à plugger? As-tu envie de t'adresser aux membres, aux gens? C'est comme un moment qu'on donne à chacun de nos invités pour parler de quelque chose qu'ils ont envie. Fait que c'est comme un petit moment à toi. Ben, Ouais. Ce que j'aimerais, c'est dire aux artistes, qu'ils soient créateurs, interprètes, membres de l'Union ou pas, qu'il y a une valeur immense à notre travail puis à ce qu'on injecte dans notre société. Notre identité, là, notre culture, notre langue, mais nous, on est la voix, le cœur, le corps de cette culture-là. Alors, la dignité puis la juste rétribution pour notre travail, puis la reconnaissance de ce qu'on fait est très importante pour nous. Très importante. Ah, je suis en amour. Bon. Je suis soufflée. Merci beaucoup. C'est Ouais. très touchant ce que tu viens de dire, puis ça me parle beaucoup. Merci de ta générosité. Merci de ce beau moment-là avec toi. Merci. Merci, Myriam. Merci, Martin. Merci, PJ, à la console à Merci, l'arrière. PJ. Merci. Puis merci encore une fois au foyer pour vos locaux extraordinaires. On se dit à bientôt, mon ami. À bientôt, mon ami. Bye, à bientôt. Bye, merci Bye, beaucoup. merci. Wow.